Salut à tous, vous êtes bien sur Envergure, c'est Pierre. Aujourd'hui, direction le Michigan State, les Spartans. On va parler de Jase Richardson, le fils de l'ancienne légende, l'ancien vainqueur du concours de dunk. Et pour ce faire, je suis avec Manu et Titouan. Messieurs, comment allez-vous? Ça va, ça va, ça va. Ouais, ça va très bien. Il fait beau aussi chez moi, donc tout va bien. Il fait beau, on est grosso modo à un mois de la draft, ça se rapproche à grands pas. Donc on va parler de Jase Richardson aujourd'hui. Présentation qui se lance. Ouais, c'est moi qui vais présenter du coup le bonhomme, tu l'as dit, fils je sais pas si on peut dire star aussi quand même, hein, du très Si, bon oui. joueur, ouais, de la star qui était Jason Richardson, donc ancien joueur des Warriors de l'époque We Believe, et aussi des Suns qui ont perdu en finale de conférence en 2010 face aux futurs champions, les Lakers, au terme d'une série très serrée. Donc voilà, donc Jase Richardson, deuxième du nom. Niveau environnement et patrimoine sportif, on peut dire qu'il part avec un certain avantage par rapport à d'autres prospects. Donc c'est un freshman, petit gaucher de 19 ans, qui est né en octobre 2005, donc il aura 20 ans au début de la saison NBA. On en parlait un peu en off, ça fait un peu jaser on va dire, parce qu'il y a eu les, les mesures du combine, donc là c'est les mesures officielles. Il n'y a plus les 3-4 cm rajoutés par les facs pour essayer de faire grimper la hype. On a les mesures officielles et donc on a un Jase Richardson qui est en gros en dessous des 1m85, hein, qui est même plus proche des 1m80 que des 1m85. Et donc voilà, donc on est sur un 6 pieds 0,5. Donc vraiment pas très grand pour un peu plus de 80 kg. Une envergure qui est mesurée à 1m98. Donc ça par contre c'est beaucoup plus intéressant. Sinon donc c'est un gars qui est né en Californie, donc on va pas jouer à Golden State évidemment. Et c'est pourtant dans le Nevada au Bishop Gorman High School qui commencera son cursus basketballistique. Et il transfère en Floride avant sa saison senior, à la fin de laquelle il sera évalué recrue 4 étoiles par euh, les différents médias de recrutement. Il reçoit des offres d'Alabama et Cincinnati, et c'est finalement chez les Spartans de Michigan State qu'il lancera sa carrière universitaire, donc chez Tom Izzo, le bon vieux Tom Izzo. Il va Donc jouer son voilà. papa aussi. Oui, c'est vrai, tout à fait. Donc voilà, pas grand chose de très spécial ou clinquant, on va dire, à ressortir en dehors de sa paternité. À noter, et ceux qui ont déjà commencé leur devoir pour la draft 2026 le savent peut-être déjà, mais il a un petit frère, Jackson Richardson, qui lui pour le coup est référencé comme recrue 5 étoiles pour la draft 2026 et est un prospect beaucoup plus attendu que le petit Jase Richardson. Je vais compléter avec les stats de cette année pour le freshman des Spartans. Donc c'était 12,1 points en 25 minutes de temps de jeu à peu près, 3,3 rebonds, quasiment 2 passes. Le tout à 49% au tir au global, 41% à 3 points, 83% au lancer franc. Manu, parle-nous du contexte de Michigan State, Tom Izzo, ça jouait comment du côté des Spartans de Michigan State cette année? Dis-nous tout. C'était pas incroyable, surtout pour lui en tout cas, c'est un joueur qui a joué les 36 matchs 15 fois dans le starting line-up, et c'est un gars qui jouait plus off-ball, 2 voire 3 selon les séquences, parce qu'il était accompagné de beaux gros bouffeurs de ballon à la main, Jaden Aikins et Trey Holoman. Mais malgré ça, lui, il arrive à se faire une petite étiquette quand même de joueur clé dans l'équipe. Il a réussi, de par ce jeu off-ball et de par son shooting, à exister dans l'équipe et dans le jeu de ISO, parce que, comme je le dis, avec les deux meneurs là, qui prenaient beaucoup la balle, c'était un peu compliqué des fois et c'était pas forcément toujours très agréable à regarder. Et lui, de par ce jeu et ses qualités son efficacité, il a réussi à exister et à prendre de plus en plus d'ampleur et avoir un plus en plus d'impact dans le jeu et dans l'équipe des Spartans. On va repartir avec toi, Titouan. Qu'est-ce qui en fait
hormis son pédigré, la question est volontairement un petit peu provocatrice. Un prospect NBA, tu as dit, son frère est beaucoup plus attendu que lui. Et pourquoi lui est annoncé dans cette draft qui est quand même de qualité, est annoncé régulièrement au premier tour? Dis-nous tout. Pour moi, c'est son scoring, enfin sa capacité à pouvoir apporter des points un peu n'importe où sur le terrain. Pour moi, il a vraiment cette étiquette de scoreur 3 niveaux. C'est un joueur qui peut shooter à 3 points. C'est un très bon shooter. En catch and shoot, il y a eu aussi un peu de pull-up, même si, comme Manu l'a dit, et je pense que ça va être un peu le fil rouge de cet épisode, mais c'est un joueur qui a beaucoup vécu off-ball. Euh, mais voilà, c'est un très bon shooter à 3 points, 41% de réussite sur gros volume. Les 3 points représentent 40% de son régime de tir global. C'est aussi un joueur qui a été très bon dans le mid-range et notamment dans un peu le short mid-range, la zone intermédiaire où il a un flotteur que je trouve vraiment excellent. Je sais pas si on en a parlé, mais c'est un joueur gaucher là, et il a une petite main gauche sur son flotteur qui maîtrise à la perfection. Ça, je ne m'étalerai pas trop là-dessus parce que Manu va en parler, mais c'est aussi un excellent finisseur au cercle. Il est à 69% de réussite et c'est vraiment excellent pour un joueur, on le rappelle, qui est plus proche des 1m80 que des 2 mètres. Donc voilà, c'est un joueur qui ne se crée pas ses tirs grâce à une grosse explosivité. Je le trouve pas très vertical, je trouve pas très explosif sur son premier pas. Et en fait, pour compenser ça, il y a eu d'une part un ajustement collectif, comme on le disait, où en fait il a été utilisé plus en tant que slasher off-ball qui reçoit la balle lancée et donc pas en partant arrêté et en initiant balle en main. Mais aussi des skills individuels, je pense à son dribble notamment, où il a un bon handle et surtout il a une bonne gestion du rythme de son dribble et de ses drives. Il sait quand accélérer, décélérer, quand décaler les appuis. Le dribble est proche du sol, donc il peut varier les directions vite et efficacement. Et c'est vraiment tous ces petits détails qui lui permettent, malgré un déficit de taille et d'explosivité, d'accéder facilement au cercle, d'aller régulièrement sur la ligne aussi. On n'en a pas parlé, mais voilà, il a 42% de free throw rate, donc de taux de création de lancer franc. Ou de se créer des poches de tir pour son petit flotteur. Donc voilà, donc on a un très bon scoreur, mais qui, de par des défauts, notamment physiques et athlétiques, donc de taille, d'explosivité, doit être mis dans les meilleures dispositions, notamment en étant plus un slasher finisseur off-ball qu'un réel scoreur qui initie de A à Z par lui-même. Donc voilà, mais ça on en reparlera lors de la projection, mais voilà, c'est un joueur qui peut vraiment shooter et scorer d'à peu près n'importe où sur le terrain. Manu, même question. Qu'est-ce qui en fait un prospect NBA? Pour moi, Titouan a effleuré le sujet, c'est sa finition au cercle. Pour moi, c'est la chose qui m'impressionnait le plus, notamment vu sa taille et son jeu. C'est quelqu'un qui a fini la saison à 69% de réussite au cercle, c'est ce qui est assez fou quand même. Donc là-dessus, c'est très impressionnant, notamment, je le dis, par son physique où il n'a pas peur d'aller au contact, il n'a vraiment pas peur d'aller se chauffer avec les big man d'en face, et pourtant la réussite elle reste la même et identique, donc c'est très impressionnant de le voir faire ça, et il arrive à le faire de par ce côté slashing, attaque du cercle quand il a le ballon, mais aussi quand il n'a pas le ballon sur des coupes ou ce genre de choses. Et sur ces deux séquences de jeu-là, il arrive très très bien à finir quoi qu'il arrive. Donc je trouve ça super intéressant d'avoir cette diversité de rôles, entre guillemets, dans le jeu. Pour moi, c'est l'un de ses tickets d'entrée en NBA, je trouve, parce que 69% pour un gars comme ça, de sa taille, on l'a dit, il a un 85 à 86. Et du fait de la conférence aussi dans laquelle il jouait à la Big Ten, donc c'est l'une des conférences les plus physiques du pays, où donc il a rencontré des Illinois, Rutgers, Indiana, Oregon, Michigan, Maryland. Donc ouais, en face de lui, il a eu des gros bébés et des gros sacs de muscles. Donc le voir finir comme ça à 69% et de façon diverse, moi je trouve ça vraiment très impressionnant. On va partir maintenant sur les choses à travailler ou à améliorer pour pouvoir exister au niveau supérieur.
Titouan, je vais retourner avec toi. Qu'est-ce qui doit en priorité travailler ou axer pendant l'intersaison là, à venir? J'ai pas trop respecté un peu la règle imposée parce que du coup je suis parti sur en fait je me pose une question sur son rôle en NBA. Alors du coup ça va pas forcément concerner euh, un axe de développement en particulier, mais en fait je me pose vraiment la question parce que en l'état, si, enfin on en a parlé, si je résume, on a dit qu'on a un très bon shooter, on a un excellent finisseur près du cercle et dans le in-between game, donc dans la zone des flotteurs, on n'en a pas parlé, mais c'est un joueur qui est plutôt positif défensivement. De toute façon, quand tu joues pour Tom Izzo, t'as pas trop le choix. Donc en soi, on peut dire qu'on a une sorte de 3&D enfin 3&D qui peut faire du slashing, qui peut finir près du cercle. Donc c'est un profil qui est plutôt intéressant. Pourquoi pourrait-il pas avoir un rôle en NBA? C'est parce qu'il fait un peu plus d'1m80. Et alors oui, il y a des très bons joueurs NBA qui font 1m83, 85, voilà, dans ces eaux-là. Mais voilà, on peut penser au Jalen Brunson, au Trae Young, Chris Paul, etc. Mais en fait, le point commun de ces noms-là, c'est que ce sont tous des porteurs de balles, des créateurs, en fait, enfin, des joueurs qui ont compensé leur taille par un niveau de création tellement élite que en fait, l'équipe pouvait passer au-dessus du fait, sans mauvais jeu de mots, passer au-dessus du fait qu'il fasse que 1m80, 1m85. Et alors, en grande partie parce qu'on n'a pas pu le voir à Michigan State, comme l'a dit Manu, parce que le contexte était très particulier, mais je pense que Jase Richardson n'a pas ce niveau de création-là. Et du coup, s'il est plus dans un rôle de finisseur, en fait, je me dis que des joueurs NBA dans un rôle de finisseur qui font 1m85 ou moins, pour le coup, là, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et le peu qu'il y a, c'est des gars comme Davion Mitchell, José Alvarado, Aaron Holiday, enfin, qui sont des joueurs de rotation moyen, en fait, ou dans des équipes vraiment moyennes, mauvaises. Et finalement, le problème pour la projection NBA, c'est si ton profil, c'est vraiment d'être un slasher finisseur, pourquoi moi, en tant que front office, je te choisirais toi, alors que je peux trouver des gars qui font ça, mais qui font 10-15 cm de plus que toi. Donc c'est vraiment cette question que je me pose, c'est à quel point le rôle qu'il a, il peut avoir ce rôle-là en NBA, mais à quel point son profil, du coup, est vraiment intéressant par rapport à sa taille, en fait. Merci Tito pour ta non-réponse à la question et d'avoir éludé tel un politicien la question de très belle façon, avec brio, j'ai envie de dire. Manu, je compte sur toi pour aller dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui doit travailler en priorité ce garçon gaucher? Dis-nous tout. J'ai choisi quelque chose qui se travaille pas malheureusement, c'est sa taille. Encore une fois, Titouan a un peu effleuré le sujet, mais en fait, donc il a annoncé, il a été mesuré à un peu moins un peu plus d'un 80, un 85 à 86. Mais à cette taille-là, en fait, aucun joueur n'existe en NBA. Aujourd'hui, en tout cas. Si tu veux exister avec cette taille-là, il faut que tu fasses quelque chose j'aime pas le terme, mais d'élite. Si, par exemple, tu as 1m85 et que tu shootes à 45% à 3 points, ok, là, tu as peut-être moyen d'exister. Si tu fais 1m85 et que tu es un playmaker, encore une fois, d'une catégorie hors moyenne, tu pourras exister. Si tu as un handle exceptionnel, tu pourras exister. Si tu as un très gros défenseur, tu pourras exister. Sauf que lui, il a rien de tout ça. Il est bon dans plusieurs choses, mais il est excellent nulle part. Donc moi, sa taille me l'a fait descendre. En fait, je l'avais top 20, mais là, je l'ai mis entre 30 et 35. Parce que pour moi, aujourd'hui, même s'il est bon dans plusieurs choses, on l'a dit, le shoot, la finition au cercle, il a un peu de playmaking, on l'a pas trop vu cette saison parce qu'il n'avait pas trop la balle en main, mais il est capable de créer, je pense, à terme pour les autres à minima, au moins de façon à être connecteur. Mais ce manque de taille va se poser parce que à cette taille-là, avec les qualités qu'il a aujourd'hui, balle en main, de playmaking, de vision, de premier pas, et ben c'est trop limité pour avoir un vrai rôle en NBA, avoir des vraies minutes et exister. Malgré tout ce qu'on a pu dire d'intéressant encore une fois, sur le tir, les finitions, tout ça, à moins d'un 90 aujourd'hui dans la NBA actuelle avec des meneurs qui sont toujours plus grands, la Melo Ball, Doncic,
Même il est plus petit que Chris Paul, il est plus petit que Trae Young, que Jamal Murray, qui voilà, lui est un peu moins de 2 mètres, mais voilà, il a la taille plus ou moins correcte. Pour moi, c'est quelque chose qui va vraiment le limiter et qui aura un impact dans son rôle et dans son jeu et dans ses minutes. Du coup, moi, je vais vous lancer sur un truc que j'avais remarqué, sans parler ni du contexte, ni de ses limitations sur lesquelles il ne peut pas agir, plus vraiment sur les choses qu'il peut travailler. Est-ce que c'est pas un gaucher exclusif? Est-ce que c'est pas un garçon qui ne fait confiance que à sa main gauche, qui a une main faible, qui est pour le coup, porte bien son nom, à savoir qui est vraiment faible? C'est un peu ce qui revient souvent quand on voit des critiques un petit peu de son jeu. Et qu'est-ce que vous en pensez? Et après, j'aimerais aussi que, parce qu'on l'a effleuré, on a parlé beaucoup d'attaques le concernant, savoir un petit peu quel type de défenseur il peut être, notamment comment il se sert de son envergure qui est pour le coup intéressante à C6 par rapport à sa taille. Titouan, je t'écoute. Pour la main gauche, enfin la main faible du coup, qui est du coup sa main droite d'ailleurs, je trouve pour le coup qu'il y a un côté un peu main gauche exclusif. En tout cas à la finition, moi je crois que des matchs que j'ai vus, alors c'est vrai que c'est pas le prospect que j'ai le plus vu non plus, mais des 4-5 matchs que j'ai vus lui, je pense que j'ai vu quasiment que finir en main gauche. Dans le drive, enfin dans le dribble, pardon, il y a un peu plus de variété, mais je pense on est pas loin de pouvoir le catégoriser comme gaucher exclusif. Après, pour son envergure, je trouve comme je l'ai un peu abordé, je trouve que défensivement, c'est un prospect qui est assez intéressant. Je le trouve pas si mauvais que ça défensivement par rapport à sa taille, même si je pense qu'en NBA, avec les athlètes qu'il y a, les grands qu'il y a, je pense qu'il restera une cible assez facile pour les meilleurs attaquants adverses. Mais je trouve que c'est un joueur qui est assez actif et qui justement utilise bien la longueur de ses bras pour gêner les lignes de passe et gêner le dribble de l'adversaire. Donc oui, ça pour le coup, ça lui permet d'être pas si négatif que ça défensivement, en tout cas à l'échelon NCAA. Pour rebondir sur la main gauche, tous les gauchers sont des gauchers exclusifs. Tu trouveras pas un gaucher qui va jouer sur sa main droite. Ça n'existe pas en fait. Que ce soit à la main ou dans d'autres sports, hein, dans le foot ou dans le jeu. Quand t'es gaucher exclusif. Ginobili joue que sur sa main gauche. Derek Queen joue que sur sa main gauche. Et pour sa défense, je suis assez d'accord. Moi, j'aime bien je trouve que il est pas excellent, mais il y a une vraie opportunité d'évolution. Je trouve le potentiel vraiment intéressant, que ce soit on-ball ou off-ball. Sur le on-ball, il va être capable de défendre uniquement sur les arrières, mais quand il le fait assez correctement. Il est quand même assez difficile à bouger, il tient bien en place ses duels dans le 1 contre 1. Comme beaucoup, va falloir qu'il fasse attention sur les first steps face à des joueurs qui sont très très rapides, où là il est un peu plus en difficulté, mais globalement, une fois qu'il a cadré son joueur, il est très rarement battu. Donc c'est quand même intéressant de voir un gars comme ça, tu l'as dit, qui a une envergure intéressante, qui a annoncé à un peu moins de 2 mètres, à 98. Et pour sa taille, c'est quand même, je trouve intéressant de le voir faire tous ces efforts-là et d'avoir ce résultat-là sur les 1 contre 1 en tout cas. Et le off-ball, moi ce qui j'aime beaucoup, c'est son regard, sa qualité de regard, où il est vraiment actif. On le voit souvent bouger la tête, prendre l'information de façon vraiment régulière. Et là-dessus, il est vraiment très 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 bon. Et ça lui donne un avantage et ça le permet aussi de compenser ses défauts physiques auxquels malheureusement il peut rien. Mais voilà, même tu vois, s'il a moins d'une interception par match, je trouve que sa défense off-ball est vraiment très intéressante là-dessus. Il est, de par son regard, ses placements, ce genre de choses, ses lectures défensives globales, en fait, il arrive à pas être négatif malgré sa taille et son physique global, parce que c'est pas un athlète incroyable non plus. Il est quand même pas très svelte, il est pas voilà, il n'a pas la plus grande verticalité du monde, mais de par sa défense, il arrive quand même à ses qualités défensives, à sa lecture et tout ça, il arrive quand même à être positif là-dedans. Donc c'est quand même très très intéressant. Il va falloir qu'il se serve de ça pour gagner des minutes et avoir un impact et un vrai rôle en NBA. Justement, on va quand même
peut-être préciser pour les gens qui l'ont jamais vu jouer, qui ne voient pas à quoi il ressemble, c'est que dans le morphotype, on est plus sur du Jalen Brunson que du Derrick White, quoi. On est plus sur quelqu'un d'assez trapu, comme tu viens de le dire, avec, on sent quand même une capacité à mettre du muscle, alors que son père était plus filiforme, plus en longueur, et lui, il n'a pas hérité de ça en tout cas. Donc il y a quand même ce côté-là à avoir en tête aussi. Messieurs, on va partir sur les Shades of à qui il peut vous faire penser. Titouan, je t'écoute. Alors là, j'en ai trouvé aucun. C'est vrai que j'ai dit... Non mais j'ai dit des noms tout à l'heure et tu vois, je pensais... ouais, si, je pensais à... ouais, mais tu vois, même Fred VanVleet un peu par rapport à la taille, mais... et le fait que tu vois, qu'il est un peu... pareil, qui est pas vraiment filiforme, tu vois. Mais Fred VanVleet, je pense que c'est un meilleur shot creator que Jace Richardson, tu vois. Mais il y a ce côté-là un peu de... Et qui, pour le coup, Fred VanVleet a été champion NBA et a eu un vrai rôle dans une équipe champion NBA. Donc ça me ferait un peu mentir sur ce que je disais sur la projection du rôle. Euh, non, en vrai, comme dit, j'ai du mal à voir le rôle et le type de joueur qui peut être en NBA. Ouais, je vais rester sur Fred VanVleet, mais je suis vraiment pas fan de ma comparaison, de ma propre comparaison. Je vois l'idée. Hein, après, c'est pas vraiment une comparaison, c'est des signes qui peuvent faire penser à. Donc je Le Fred vois. VanVleet de Houston, hein, pas le Fred VanVleet de Toronto. Ok. Manu, même question. Bah, moi, il y a dans le rôle pour ce qu'on a vu à Michigan State et dans lequel il pourrait jouer en NBA, je trouve que ça peut être à peu près ça. C'est le Russell Westbrook de Denver. Ce gars quand même intéressant défensivement et en attaque, c'est quelqu'un qui apporte par ses coupes, par son tir. Et là-dessus, c'est ces deux points sur lesquels il est vraiment intéressant. Donc je pense que ça peut être parce que j'ai du mal à le voir comme un porteur de balle primaire. Donc moi je lui donne pas la balle en tout cas. Enfin il m'a pas montré d'éléments qui me fassent dire qu'il va pouvoir porter la balle en NBA. Donc je le vois plus comme un joueur off-ball qui a pas d'apporter sur les coups, par son tir extérieur. C'est un joueur de rôle quoi, en sortie de banc. Hein. Donc un peu je trouve ce Russell Westbrook de Denver. Ça marche. J'avoue que j'en avais pas non plus. Parce que effectivement, c'est un profil assez atypique physiquement et dans le rôle, c'est un peu compliqué de le projeter, Mais comme c'est tu vrai que tu vois, l'avais dit. tu nous en as dit, enfin, tu l'as mis dans le chat là entre nous. T'as évoqué le nom de Peyton Pritchard. Ouais. Là ça trotte dans ma tête. Plus ça va, plus je me dis, alors ça serait vraiment le scénario idéal. Hum, Mais je me dis, c'est vrai que dans un monde parfait, si vraiment tu veux être chaud sur Jace Richardson, tu peux te dire, bah pourquoi pas, c'est peut-être un peu dans cette direction-là qu'il doit partir. Alors après, évidemment, Peyton Pritchard, c'est élite au shoot et surtout il est dans un contexte quasi idéal pour n'importe quel joueur de ce profil-là. Mais c'est vrai qu'on peut s'imaginer, voilà, petite taille, si Jace Richardson est vraiment le shooter élite qui peut être, hein, parce que les chiffres et même l'impression visuelle qu'il nous a montré cette saison, le toucher qu'il montre sur le flotteur, sur les finitions près du cercle, tout ça nous montre que bah, peut-être qu'il y a ce potentiel shooter élite. Bah, finalement, peut-être qu'il peut essayer d'embrasser un peu ce rôle qu'a Peyton Pritchard euh, depuis 2-3 saisons au Celtic. C'est un peu peut-être le scénario idéal, quoi. Messieurs, on va aller sur la projection. Projection, où est-ce que vous l'avez dans vos boards? Manu, tu l'as un petit peu évoqué. Et comment vous voyez, comment ça va se passer pour lui en juin prochain? On vous écoute. Sortez la, la boule de cristal. Bah moi je l'ai. Alors faut que je mette à jour mon board là actuellement, il est encore 20e je crois ou 21e, un truc comme ça. Mais il faut que je le mette à jour, il va descendre un petit peu, mais du coup moi je l'ai ouais, je vais l'avoir fin de premier tour. Ceci dit, moi bon,
faut pas trop se baser sur mon board parce que j'ai pas pu voir autant de prospects que tout le monde, que beaucoup de gens. Et du coup, en fait, un joueur qui est 25e chez moi, il y a de probabilité qu'il soit 40 au total parce qu'il y a peut-être une dizaine de prospects qui vont être pris premier tour que j'ai pas encore pu voir. Mais par contre, pour la draft, je pense que c'est un joueur de par sa taille et le fait que ce qu'il apporte, c'est intéressant, mais c'est pas si rare que ça et qu'on peut trouver des joueurs qui font la même chose mais avec 10-15 cm de plus. Je pense que ça va le faire beaucoup chuter et je serais pas étonné qu'il parte au second tour. Ouais, Manu? De mon côté, comme je l'ai dit, en voyant les matchs durant l'année, j'étais assez hypé par le joueur, par ce que je voyais. Et j'avais un peu des images de lui en high school, parce qu'il jouait avec les frères Boozer, du coup je l'ai vu assez régulièrement. Et je l'avais top 20, je crois, quelque chose comme ça. Les mensurations du combine m'ont pas mal refroidi, parce que comme je l'ai dit, un joueur de sa taille qui est pas exceptionnel dans une, voire deux choses dans le jeu, aujourd'hui en NBA ça fonctionne pas, c'est impossible. Enfin, c'est impossible. C'est très 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 rare. Tito, on prenait l'exemple de Van Vliet, sauf que Van Vliet, déjà il a un physique incroyable, c'est un buffle, c'est une commode. Et le niveau du scoring, il est juste hors de moyenne, quoi. Ce qu'a pas montré Richardson, que ce soit au lycée ou en college, et je crois pas qu'il ait ce rôle-là, parce que Van Vliet a vraiment déjà ce rôle-là à Wichita State. Il avait vraiment ce rôle de porteur de balle primaire, d'être gros scoreur, d'être première option, ce qu'il retrouve à Houston. Alors que Richardson, il est bon dans plusieurs choses, comme je l'ai dit au début du pod, mais sa taille me fait dire que ça va pas cliquer, et du coup je l'ai descendu du 33. Donc, d'ailleurs, tu parlais de Van Vliet, mais malgré tout ce que tu as dit sur Van Vliet à Wichita State, malgré ça, Van Vliet, je crois que c'est undrafted. Ouais, il est pas drafté. Il Si est récupéré par les Raptors. Il fait pas mal de J-League. Et finalement, comme Toronto est peut-être l'un des meilleurs top 5 meilleurs contextes NBA, ils ont réussi à le faire très très bien travailler. Et finalement, ça a très bien fonctionné avec Laurie et DeRozan. Et comme tu l'as dit, les champions. Mais voilà. Beaucoup, moi je l'ai descendu 33 dans mon board et je pense qu'il sera dans la sélection. Je pense qu'il a peut-être une carte à jouer sur une fin de premier tour selon comment se passent les entretiens et les différents workouts qu'il va pouvoir faire là dans les prochains jours. Mais globalement, je pense que ce sera un second tour. J'ai envie d'être un petit peu provocateur. Est-ce que si c'est pas le fils d'eux, on en parle comme un prospect à la draft où il est dans la liste des 100 et voilà, c'est... Pour le coup, enfin, je sais pas, Manu, peut-être qu'il a vu d'autres choses. Moi, j'ai pas trop eu l'impression qu'on ait beaucoup parlé de lui par rapport au fait qu'il soit fils de. Enfin, je trouve qu'il y a eu beaucoup plus de népotisme pour d'autres joueurs que pour lui. J'ai la même sensation. Après, peut-être que, notamment Michigan State, en termes d'offres universitaires, peut-être que ça a pu jouer. Mais autrement, Toi, je pense pas que parce qu'il a ce patronyme-là, il a eu des minutes, quoi. Parce qu'en début de saison, il joue pas tant que ça, ça dépasse pas les 20 minutes, ou très très peu. Et finalement, tellement il est bon, il arrive à apporter. La deuxième moitié de saison, il dépasse toujours 30 minutes de temps de jeu par match. Donc je pense que c'est vrai, on en parle vraiment par ses chiffres, parce qu'il a quand même fait une très très belle saison. Je sais plus si tu as mentionné ses stats, mais c'est 12 points, 2 passes, 3 rebonds. 41% à 3 points sur 3 tentatives, 83% au lancer franc. Donc voilà, il a réussi à montrer de superbes choses. Il a fait plusieurs matchs à plus de 20 points, encore une fois dans une conférence qui est juste l'une des plus difficiles du pays. Donc non, je pense qu'on en parle vraiment de par ses performances. Il a vraiment pas déçu. Honnêtement, je pense que c'est vraiment de par ses performances qu'on en parle comme un prospect.
Messieurs, il est l'heure. Il est l'heure de passer à la séquence préférée de Titefont. C'est l'heure de l'échelle des croyances. L'heure est grave. À quel niveau vous y croyez à Jazz Richardson en NBA? Est-ce que c'est un garçon qui va avoir plusieurs contrats? Est-ce qu'il va avoir un contrat déjà? Et je vous écoute, je suis curieux de vous entendre. Bon, Bah, moi, je suis pas très serein. Et plus on en parle, plus je me dis que ça sent le joueur qui va être undrafted et qui va enchaîner quelques two-way contracts comme ça. Et ouais, en vrai, je serais pas surpris qu'il soit undrafted. Je pense que dans 5 6 ans, on n'en entend plus trop parler en NBA. Je suis assez d'accord. J'y crois. Moi, la taille m'a énormément refroidi et c'est pour ça que j'y crois vraiment pas du tout. Si je dois admettre une note, je mettrais 4. messieurs, je crois qu'on était exhaustif sur Jazz Richardson, le fils de Jason. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Qui est, parce que c'est pas fini, il nous reste encore pas quelques prospects NCAA à faire, les prospects européens qui vont être faits aussi prochainement. Je vous invite aussi à écouter les pods sur les rôles faits par Julien et Marcel Perdu sur les internets, à écouter absolument, qui sortent aussi le lundi. Et on vous dit à très vite, on vous embrasse, prenez soin de vous, bye bye, ciao ciao.